Est-ce que vous êtes capable de prendre des vacances? Il y a des gens qui vont dire, ben là, de quoi tu parles, Francis? Non. Est-ce que vous les prenez, vos vacances? Vous avez 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Certains ont 8 semaines. Je sais pas dans quel En moyenne, 20 univers, jours de congé mais, annuel au Québec. 20 jours, c'est 4 semaines. C'est la moyenne. Ça, ce qui veut dire que pour chacun qui en a 2, il y a quelqu'un qui en a 6, là, mettons. Est-ce que vous êtes capable de toutes les prendre, ces journées-là? Toi, tu prends-tu des vacances, Moi, Isabelle? je prends des vacances, bien sûr. Je t'ai pas vu souvent en vacances. Oui, j'ai pris des vacances en mai. Rappelle-toi, je suis allée au Costa Rica. Je vais en prendre probablement cet automne. Je suis allée à peu près ça, 8 jours, 8-9 jours. Comme avec les fins de semaine. C'est ça. Mais tu prends comme une semaine, là, du lundi au vendredi off, puis tu arrondis un peu. Des fois, je peux prendre 2 semaines. C'est rare que je prends plus, mais j'en prends parce que il y a des comparses, celui à ma droite, qui en prend pas vraiment. Donc, moi, j'en prends pour le duo. Ouais. Il y a quand même un Québécois sur 2 qui en prend pas presque. Toi, Francis, t'as de la misère. Moi, je l'ai dit souvent, ça m'angoisse les vacances, honnêtement. J'aime pas vraiment ça. Moi, je trouve que pour l'équilibre, à un moment donné, même quand tu aimes ton travail, c'est comme si à un moment donné, de prendre une pause, il y a des irritants des fois que tu peux accumuler, une genre de fatigue mentale que tu peux accumuler. C'est comme si quand tu peux te le permettre d'avoir une espèce de recul, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, tu reviens, tu as plus d'idées, tu es plus créatif, je sais pas. Puis je trouve aussi ça s'appelle le week-end. Quand t'en as. Oui, j'avoue que toi plus que moi, mais c'est vrai qu'on travaille les week-ends aussi. En même temps, je trouve ça intéressant d'avoir des moments de pause dans une journée que je faisais pas avant. C'est comme si avant, on se permettait que le vendredi, là, c'est festif. Tout le monde appelait ça le vendredi. Maintenant, c'est banni, cette affaire-là. Il y a beaucoup d'endroits qui finissent à midi, le vendredi, l'été surtout. C'est comme si là, on se permettait de délousser la cravate. Des fois, dans les entreprises, il y a comme les vendredis jeans. Mais c'est comme si moi, cette attitude-là, j'essaie de l'opter du lundi au dimanche. Le lundi, moi, si j'ai envie d'être festive, je vais le faire le lundi. Pas juste attendre au vendredi. C'est comme si tu l'entends beaucoup, les gens font « Oh, c'est vendredi ». C'est comme si c'était une délivrance. Moi, je veux pas que mon travail soit souffrant de même. Ben non, puis après, tu sais, on le dit souvent, puis on me le fait remarquer à chaque fois que je parle de ce sujet-là. Francis, tu es un privilégié. Tu fais un travail qui est pas difficile, tu fais ce que t'aimes. C'est sûr que tout le monde n'a pas ce luxe-là. Il y a des gens qui font un travail vraiment difficile, puis il faut qu'ils le fassent. Mais tu sais, je pense souvent à Simon Paris-Poupard, qui est éboueur, que certains pensent que c'est un travail difficile, puis vraiment emmerdant. Lui, il a l'air d'être tripé à faire ça. C'est difficile physiquement, mais il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Foncièrement. Mais il doit quand même avoir hâte au week-end, Simon Paris-Poupard. Quand tu fais un travail qui est physique, qui prend tout ton corps, à un moment donné, t'as hâte que... C'est comme s'entraîner pour un marathon, il faut que tu aies des jours de congé. Là, je trouve que tu amènes un point intéressant sur... Il y a des gens qui vont dire que tu es chanceux de faire ce que tu fais. Je pense que dans chaque emploi, il y a des avantages et des inconvénients. C'est juste qu'on dirait que quand on regarde l'autre, si par exemple, tu fais un 8-4, tu vas regarder quelqu'un avec un horaire atypique, puis tu vas dire « Ah, c'est tellement le fun, toi, tu peux faire tes commissions dans le jour. » Tandis que l'autre personne va dire « Toi, c'est tellement le fun, tu as une stabilité d'emploi, tu es syndiqué. » Chaque emploi a son inconvénient et son avantage. Oui, effectivement. Bref, on revient à ça. Est-ce que vous arrivez à prendre toutes les vacances qui vous sont offertes par votre employeur? Aimez-vous ça, prendre des vacances? Encore une fois, la question est importante. Puis on parlait au début de l'émission, des choses qu'on aime et qu'on déteste. Il y a des gens, oui, qui ont hâte aux vacances, qui aiment les vacances, mais qui finalement, à travers les vacances, surtout si vous avez des jeunes enfants ou plein de... mon frère a pris ses vacances la semaine dernière. Il a passé la semaine à travailler à l'extérieur de la maison. Il était content, mais il m'a dit, à la fin de la semaine, Franchis, je suis brûlé. On surbook les vacances, ça, c'est un autre problème. Il a refait le terrassement, puis il y avait mal partout. Oui. So much pour des vacances. C'était le fun, sûrement, une partie de lui, mais en même temps, pas reposant. Ça, et quand tu as des enfants, puis là, tu as dit le mot magique, enfant, là, c'est comme si on devenait géo. Puis là, il faut que les journées soient bookées au complet. On va au zoo, on va à la glissade d'eau, puis c'est comme si on se permettait pas, en vacances, de rien faire, d'être tranquille, de jouer à marelle au pire. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être extraordinaire. Le wow peut être dans pas grand-chose. Il y a ça aussi parce qu'on sait que le budget des vacances, en plus, est restreint cette année. Donc, voilà, je pense que ça vaut la peine, par contre, d'en prendre un peu, même si on est travailleur autonome. Et puis, on prend ça, évidemment, avec un grain de sel, parce qu'il y a un sondage qui a été mené par un regroupement anglo-saxon, canadien-anglais, sur l'ensemble du Canada, qui inclut des Québécois, et qui montre en fait que la moitié des travailleurs au Canada n'utilisent pas tous leurs jours de vacances. Donc là, tu dis 20 jours, la moitié des gens vont en prendre 17. Ils vont laisser des jours sur la table. Dans certains cas, l'employeur permet de transporter, de reporter, mais il y a des cas où carrément, le contrat de travail dit si tu ne prends pas dans l'année du calendrier, t'es père. Puis le compteur recommence. Donc carrément, des gens qui laissent
des jours et donc de l'argent sur la table. C'est quand même fou quand on y pense. Et puis notre ami Mario Côté, qui en est à sa 2e apparition remarquable à l'émission, conseiller et formateur en relations humaines agréées, président de gestion, conseil Mario Côté. Mesdames, messieurs, Mario Côté. Le voilà. L'unique. Mario, est-ce que je suis malade mental là, dans ma préférence anti-vacances? Là? Je vous écoutais attentivement. Ouais. J'ai pas posé de diagnostic. J'ai pas les compétences pour le faire, Francis. Donc, ça peut te rassurer. Mais on sait que le travail répond à des besoins qui nourrissent notre estime de soi. Fait que, dans certains cas, ça te fait du bien de travailler parce que ça nourrit ton estime de soi, peut-être pas non plus, mais ça vient le nourrir. Ça répond à nos besoins fondamentaux aussi qui nous motivent de manière intrinsèque. L'autonomie, je pense que votre travail vous permet d'être autonome là, dans l'organisation de votre travail. Vos compétences, on les met en valeur. Vos compétences, on les apprécie. Les auditeurs apprécient votre travail. Et le sentiment d'appartenance à l'organisation pour laquelle vous travaillez, à Cube, au groupe d'animateurs et d'animatrices de Cube, à l'équipe de recherche, aux techniciens, ce sentiment d'appartenance-là, il vient nourrir certains de nos besoins. Et puis dans certains cas, c'est suffisant là, pour être heureux dans ce qu'on fait. Là. Mais surtout, tu sais, de la radio, dans le fond, on s'en fout de nous autres. Mais tu sais, quand on regarde, peu importe le marché du travail, peu importe ce qu'on fait, là, on travaille en garderie, on travaille sur un chantier de construction, on est avocat, on est infirmière, il y a quand même quelque chose sur notre vision d'être indispensable. Il y a quelque chose aussi là-dedans qui est malsain, non? Oui, là, à ce niveau-là, les psychologues vont dire qu'il faut travailler le détachement psychologique. Faut travailler cette distinction-là entre mon identité de travailleur, qui me valorise peut-être vraiment beaucoup, mais mon identité dans d'autres sphères de vie. Puis on le voit, quand les gens perdent leur emploi, là, ça peut être extrêmement difficile parce que toute ma valeur était dans l'emploi que j'occupais. Fait que je viens de perdre mon emploi, je n'ai plus de valeur à mes yeux. Donc, ça peut être difficile. Ou les gens qui arrivent à la retraite aussi puis qui n'ont pas planifié les prochaines étapes, mais surtout qui n'ont pas investi dans les autres sphères de vie, trouvent ce passage-là à l'étape suivante beaucoup plus difficile que celles et ceux qui ont un large cercle social, qui le voient les fins de semaine, le soir, qui vont prendre un verre avec toi, Isabelle, un mardi soir pour le plaisir, tu sais, tout simplement. Donc, ces gens-là qui ont travaillé les autres sphères de vie, souvent, la transition est plus facile là, à la fin de la période de travail là, qu'on appelle la retraite. Là, ça fait beaucoup réagir, évidemment. Tu le devines, Mario. Puis il y a Laura qui nous dit « Je ne prends pas de vacances car je suis travailleuse autonome. » Et tu sais, quand je parle des jours de vacances, là, moi aussi, toi aussi, on est travailleurs autonomes. Des jours de vacances, là, je veux dire, j'ai pas ça. Moi, si je travaille pas, je gagne pas. Tu sais, fait que c'est comme à un moment donné. Puis Laura, donc, elle nous dit « J'ai mes garçons, j'ai personne pour me remplacer. Puis donc, c'est impossible pour moi. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances. » Puis donc, il y a des gens carrément qui sont dans des situations où ils n'ont pas d'allocation de vacances, puis où vacances riment avec possiblement une certaine détresse financière, Mario. C'est quand même assez particulier, ça, au Québec en 2026, non? Puis il y a des gens qui cumulent 2 et 3 emplois, fait que je peux peut-être avoir des vacances dans un de mes 2 ou 3 emplois, mais dans les autres, je les ai pas. Je comble les vacances par ce que j'ai. Fait que ça, très sensible à ça également. Mais il y a moyen, puis il y a une psychologue là qui s'appelle Sabine Sonnentag de l'Université de Mannheim qui étudie le détachement psychologique du travail. Puis elle a dit, il y a 4 façons de se détacher psychologiquement du travail. Fait que si j'ai pas le loisir de prendre des vacances actuellement, je peux quand même travailler à me détacher du travail. Puis une de ces stratégies-là, c'est de pas penser au travail. Donc, c'est de faire une activité. Puis je suis presque certain que Laura, quand elle joue avec son fils après le travail, elle est plus en train de passer au travail. Il s'ajoute une autre charge, vous allez me dire, là, mais le plaisir qu'elle peut avoir à jouer avec son fils est peut-être suffisant pour l'aider à se détacher du travail. Ça enlève la pression qui est liée au travail. Versus dire, je m'assois dans mon divan puis je fais rien, puis là, je bois un verre de vin, mais je rumine ma journée. Là. Ça, c'est pas se détacher du travail. Fait qu'on peut le travailler activement, le détachement psychologique. Pour d'autres, ça va être d'aller voir des amis ou de lire un bon roman là, qui les sort complètement de leur quotidien. Donc ça, c'est des formes de détachement possibles du travail. Puis on peut essayer de travailler sur des petites actions qui nous permettent ça. Tu sais, Francis, tu disais, moi, c'est la fin de semaine, ma période de congé. Puis tu es venu liker un de mes posts samedi. Fait que je sais que tu travailles quand même la fin de semaine. J'ai fait une chronique à la télé aussi. En plus, donc...
un peu dans le fond. Ça compte pas. Laura aussi qui rajoute qu'elle n'est pas capable de se faire remplacer dans les vacances, mais il y a quelqu'un d'autre qui apporte un point, je trouve, à la discussion. La fatigue, quand tu travailles sur la construction, tu as mal dans les genoux, dans le dos. Donc, les 2 semaines font du bien. La première, tu te rétablis, tu te guéris. La deuxième, tu te prépares à retourner travailler. Mais il y a quelque chose de triste quand même dans... Puis il y en a plein qui disent ça. Quand tu as 2 semaines, le temps que tu atterrisses, tu es 6 mois sans vacances, par exemple, puis le temps que tu recommences à te mettre dans le mood, c'est comme si tu en profites juste 2-3 jours. Vaut mieux ne jamais en prendre. En fait, c'est ce que je vous dis, là. Puis là, Francis, tu vas être content de ce que je vais te dire. On parle aussi de l'effet limité de la période de vacances. Tu sais, de 1 à 4 semaines après être revenu de vacances, que ce soit d'1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, l'effet s'est estompé. On est rembarqué dans nos dossiers, dans les préoccupations qu'on a au travail. Mais ce qui milite en faveur de travailler la distanciation psychologique, là, le détachement psychologique, puis de s'enchasser dans nos horaires des moments où on pensera pas au travail. Pour quelqu'un qui travaille sur la construction, ça peut être, on va partir, ma blonde et moi, pour 3 jours dans une auberge, puis je vais déconnecter du travail, je penserai pas à ma job. J'irai pas faire des châteaux de sable sur la plage, là, je suis en train de construire quelque chose encore si je décide de faire ça, mais tu sais, je crée du détachement psychologique par rapport au travail quand même. Mais puis il y a un phénomène qui se superpose à ce qu'on est en train de se dire, là, c'est le phénomène de la passion rattachée au travail. On a 2 chercheurs québécois, là, Valran et Houlfort, qui ont étudié le phénomène puis qui nous ont fait découvrir 2 types de passion. Il y a la passion qu'ils appellent la passion obsessive, puis la passion qu'ils appellent la passion harmonieuse. Dans les 2 cas, je suis fortement investi dans ce que je fais comme travail. Fait que prenons l'éducatrice en CPE qui aime beaucoup travailler avec ses enfants. Là, elle a du plaisir à faire son travail. Ouais. Mais cette éducatrice-là, si elle est dans la passion obsessive, elle va prendre tout le temps supplémentaire qu'on lui offre, puis elle va se surinvestir au travail et elle sera pas capable de se désengager du travail parce qu'il y a un spectacle de ballet de sa petite ce soir, donc elle sera pas capable de se désengager. C'est ça qu'on appelle la passion obsessive. Puis là, c'est un phénomène qui nous guette au Québec parce que les dernières études nous disent qu'il y a plus de gens qui ont une passion obsessive par rapport au travail, donc très investis dans le travail puis difficulté à se désengager, que de passion harmonieuse. Et pourtant, la passion harmonieuse augmente notre niveau d'énergie, augmente notre niveau de bien-être, augmente notre performance au travail également. Fait que ça veut dire qu'il faut se surveiller un peu, tu sais, puis quand on sent qu'on est plus fatigué, que la mèche est plus courte, qu'on a moins envie de voir les gens dans notre entourage, qu'au travail, on a des accrochages aussi, c'est peut-être le temps de planifier un petit moment pour décrocher là, du travail. Il n'y a pas une partie justement de dépendance. On a tellement peur du vide. On pourrait l'attribuer aussi quand on parle des cellulaires et de la technologie, mais avec le travail, on a tellement valorisé cette valeur-là, comme on se définit par notre travail, puis ça devient une partie de notre personnalité. Il n'y a pas une dépendance aussi quelque part, puis la peur de manquer quelque chose. Le fameux FOMO, là, Fear of Missing Out, je pense que oui. Il y a quelque chose de culturel. On est dans une culture nord-américaine, puis les Américains sont pires que nous autres. Là, ils prennent encore moins de vacances qu'on prend ici au Canada puis au Québec. Et il y a aussi la culture d'entreprise, des fois, qui va valoriser t'es accessible tout le temps. Tu sais. Donc, s'il arrive un événement d'envergure au niveau politique international, je peux te rejoindre, tu sais, puis tu vas être là pour répondre à l'appel. Toujours Mario. Tu peux m'appeler, pas de problème. C'est ça. Mais cette culture-là encourage le reste connecté, là, parce que faut pas que tu manques rien. Alors qu'on peut se dire dans certains cas, regarde, prends-la ta fin de semaine, là. Puis en fait, la prescription obligatoire, je t'oblige à prendre une fin de semaine, donne pas de bons résultats. Faut en arriver à une conversation à dire, qu'est-ce que t'en penses, là, si tu te permettais de décrocher en fin de semaine pour prendre soin de toi, prendre soin des gens qui sont autour de toi, là. Donc ça mène à de meilleurs résultats. Là. Parlant de décrocher, est-ce qu'on répond à nos courriels ou pas en vacances? D'une personne à l'autre, je pense que ça va varier. Il y en a qui vont dire, moi, je suis anxieux si je sais pas ce qui se passe. Fait que, tu sais, ça me permet de gérer mon anxiété. En même temps, on décroche pas complètement. Quand on fait ça, on a tout le temps la tête un petit peu en mode travail. Moi, je préfère avoir un avis de notification qui dit à mes clients, je vais être en vacances au cours des 2 prochaines semaines avec un accès limité à mes courriels. Si c'est possible, attendez. Sinon, voici un contact qui va pouvoir répondre à votre demande rapidement. Fait
Fait que d'avoir de la relève, je pense que ça peut nous aider également. Puis on le planifie pas toujours dans les organisations. Il y avait un article là, dans le journal en fin de semaine dernière qui parlait justement d'un directeur de production qui est à préparer la production pour l'automne. Fait qu'il n'a pas le temps de prendre de vacances pendant l'été. Puis quand arrive l'automne, c'est sa haute saison. Fait qu'il n'a pas le temps de prendre de vacances à l'automne. J'en parlais à Isabelle. Mais toi, tu réponds toujours à tes courriels? Moi, je réponds toujours à mes courriels. Puis j'ai quand même une logique. Là. Moi, j'ai comme 3 emplois. Là, mais c'est des emplois que je choisis, là, mais quand même. Et donc, pour moi, les vacances, quelles qu'elles soient, là, c'est d'ailleurs un sujet de discorde perpétuel avec madame, là, mais depuis 15 ans. Mais pour moi, des vacances, je vais vous dire, j'en prends. Là, comme là, à la fin du mois d'août, on va faire une semaine un peu plus tranquille. Mais tu sais, j'aurais pu l'animation à la radio. Là. Fait que t'imagines, il y a comme un 6 heures dans ma journée qui aura pu. Fait que pour moi, les vacances, puis même le week-end, si je peux travailler 1 heure ou 2 heures dans ma journée, c'est comme vraiment relax. Fait que pour moi, le rapport au courriel est le suivant. Toute ma vie, je suis toujours en retard sur mes courriels. J'ai du monde qui m'ont écrit avant hier. Puis je dis, il faut que j'y réponde. Puis c'est compliqué, il faut que j'aille trouver une information. Pendant mes vacances, j'ai plein de temps. Je peux garder mon inbox à 0 tout le temps. Les emails arrivent, j'y réponds, c'est fini, c'est relax. J'ai rien d'autre à faire. J'ai pas, un rendez-vous, une chronique, une animation. Fait que je pense que, encore une fois, chacun son rapport à la notion de vacances. Mais pour moi, d'opérer, mettons, à 10% de ma capacité intellectuelle et de travailleur, c'est des vacances. Puis après, vous me critiquerez si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé je serais curieuse d'entendre l'équipe là-dessus. Mario, 2 secondes. Florence, toi, les courriels, est-ce qu'on y répond ou pas dans les vacances? Moi, je suis un peu comme Francis sur ce côté-là quand je suis en vacances. J'essaie de ne pas y toucher, mais je vais quand même les voir à tous les jours. Puis quand il y en a des importants, j'y réponds. Ah oui, même quand tu prends 2 semaines puis tu t'en vas en Espagne, par exemple. Quand il y en a des importants, je vais quand même prendre le temps de répondre ou de les transférer à la personne. Je suis comme pas capable de les laisser en plan, mais pas tous les courriels, évidemment. Mais pour la question principale de ce sujet, moi, je trouve ça super important de partir en vacances. J'en prends chaque année, mais ça me prend toujours un 3-4 jours avant de me sentir totalement en vacances, puis que le cerveau, le petit hamster arrête de rouler. Fait qu'on voit là l'importance d'en prendre. Mais pourquoi tu voudrais que le hamster arrête de rouler? C'est tellement Moi, je serais beaucoup plus inspirée après et moins irritable. Sébastien, derrière les platines, lui, est-ce qu'il prend toutes ses vacances? Est-ce qu'il trouve ça important de prendre des vacances? Ah oui, au plus maudit. non, mais tu sais, je suis amoureux du temps à la maison. Je suis amoureux de prendre du temps pour moi, taponner, faire des affaires, me coucher tard. Hey, me lever tard, tabarouette. C'est le fun de dormir le matin. Puis là, les petits oiseaux, tu te lèves, regarde, tout va bien. Je suis amoureux des vacances. Amène-en des vacances, des semaines et des semaines. Est-ce que tu réponds à tes courriels en vacances? Non, je réponds plus à personne. Hey, sincèrement, je déconnecte partout. Il répond plus à la porte. Ah, pratiquement pas. J'ai une caméra, je regarde. C'est qui ça? Non, je réponds pas. Va chez nous. Un autre tantôt. Tu reviendras quand je serai pas là. Il me semble que ça sonne comme de la musique à mes oreilles. Moi, je réponds ça, Mario. Ah moi aussi, puis s'il y en a qui ont trop de vacances, vous pourriez lui envoyer, il va bien les utiliser, ça pourrait être utile, mais j'aimerais ça, il y a une étude longitudinale qui a été faite par l'Université de Harvard où on s'est intéressé à la fin de la vie des gens, qu'est-ce qu'ils avaient regretté dans leur vie, puis il y a pas grand monde qui disait « je regrette dans la semaine du 14 juillet 2026 de pas avoir travaillé 10 heures de plus », là. Pas grand monde qui dit ça. Souvent, les gens vont dire « je regrette de ne pas avoir passé du temps de qualité avec les gens que j'aime ». Donc, je pense que ça peut peut-être nous aider à réfléchir. Mais les gens que j'aime, c'est Isabelle Perron, puis Florence Lamoureux. On s'aime en collègue. Il n'y a rien à faire avec Francis. C'est un cas désespéré. Là. Il veut rien entendre, mais c'est pas grave. Pour les autres, le message passe. Il y a un auditeur qui me plaint, et Isabelle, c'est quand même fou. C'est triste de dire ça. T'as une famille tabarnak, Francis, c'est pas drôle, ça. Et là, je me sens jugé, les amis. Il y a Pierre qui dit « Les cimetières sont remplis de gens qui se pensaient indispensables. » Voilà. Mario Côté, merci beaucoup pour cette nouvelle deuxième chronique ensemble. C'était très grand plaisir de t'accueillir. Je rappelle que tu es conseiller et formateur en relations humaines agréées. Merci.